eso vivo penando. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis S. et je suis l'invité aujourd'hui de cette émission. Déjà, je voudrais demander l'indulgence des gens qui nous écoutent parce que je suis très très enrhumé. J'espère que je vous ferai pas trop de bruit d'éternuement ou de choses comme ça. Mais enfin, je vais essayer d'articuler clairement. Voilà, pour me présenter. Je fais partie de l'association Rue Méditerranée et on prépare avec cette association une exposition qui aura lieu très bientôt, c'est au mois de novembre, du 12 novembre au 6 décembre, et ça va se passer à Neudorf, au syndicat potentiel. C'est une association qui est 109 rue de Colmar. Nickel, enchanté, monsieur Louis. Vous pouvez juste vous présenter ou l'association aussi? Oui, alors l'association, ça s'appelle donc Rue Méditerranée. On est parti sur l'idée que la Méditerranée, c'est comme une rue, qui a d'un côté, il y a les numéros pairs, de l'autre côté, il y a les numéros impairs, et puis il n'y a qu'à traverser la rue pour rencontrer les autres, et l'idée de l'association, c'est faire ces rencontres des deux côtés de la Méditerranée. Alors, on s'est créé à partir de gens de Strasbourg qui sont souvent originaires d'Algérie, d'Oran surtout. Le président est né à Oran, moi-même je suis né à Oran, un certain nombre d'entre nous. Et quand la ville de Strasbourg a créé une convention avec la ville d'Oran, on a rencontré le maire d'Oran et on s'est dit, bon, c'est bien gentil de faire une convention entre deux villes, un peu comme un jumelage, mais si ça reste au niveau administratif, ça risque de pas aller très loin. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les échanges de la population civile, quoi, de la société civile. Donc, on est allé à Oran, on est retourné dans notre ville natale, et on a cherché les associations qui correspondaient à ce que nous, on faisait à Strasbourg. Alors, par exemple, moi, je fais partie d'un collectif de photographes qui s'appelle le collectif Chambre à part, qui existe depuis 35 ans, qui fait de la photographie, et on a cherché des associations de photographes à Oran, et on en a trouvé, des gens avec qui on avait envie de travailler, avec qui on avait envie de faire des échanges, et on les a invités à Strasbourg. Ils sont venus plusieurs fois faire des résidences d'artistes, des expositions, etc. Et nous, de notre côté, on a fait aussi des expositions à Oran. Et puis Richard Sanchot, qui est le président de l'association, qui lui s'occupe, lui est plutôt juriste, il a travaillé beaucoup dans des associations qui s'occupaient de lutte contre les discriminations, des choses comme ça. Il est allé voir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Et il y a des associations à Oran, plein, qui s'occupent des droits des femmes, par exemple FARD, ces femmes algériennes revendiquant leurs droits, ou bien d'autres associations qui s'occupaient de lutte contre les discriminations, comme ça, des jeunes qui se battaient pour leurs droits, et qu'on a fait venir à Strasbourg, par exemple, pour rencontrer d'autres jeunes au Centre européen de la jeunesse, créer des réseaux, en fait, des échanges. Et puis, on a continué comme ça, à faire plein d'échanges avec des peintres, avec des gens de toutes sortes, et depuis donc des années. Au départ, avec l'association Passage de Bischheim, dont Richard Sanchot était le président, et puis ensuite, on a créé donc notre propre association, Rue Méditerranée, depuis quelques années. Et depuis, donc, on a monté quantité d'échanges, quantité de résidences d'artistes, d'expositions diverses et variées qu'on a pu mener à l'école d'architecture de Strasbourg, qu'on a pu mener à la galerie Harcourt, qu'on a pu montrer à Zone d'Art dans le port du Rhin ou à d'autres endroits. Bref, pas mal d'expositions.
Et si je citais tout à l'heure l'école d'architecture, c'est qu'on a aussi incité l'école d'architecture de Strasbourg, avec un enseignant qui s'appelle Volker, ça y est, son nom va me revenir, en tout cas Volker, et l'école d'architecture d'Oran, ce qu'on appelle l'USTO, hein, l'université des sciences et des techniques d'Oran, qui a un grand département d'architecture avec un professeur très important qui s'appelle Djilali Tahlaoui, et on a fait comme ça des échanges entre les deux écoles d'étudiants qui sont en master, qui ont travaillé sur Strasbourg et sur Oran, sur différentes thématiques, et puis ça continue comme ça. Voilà. Un peu pour présenter l'association, c'est là-dessus qu'on se base. Pour ce qui est des échanges, on a aussi créé un chœur de la Méditerranée qui regroupe là actuellement une quarantaine de chanteurs, des hommes et des femmes. Et ce chœur de la Méditerranée, sous la direction de Kinan Al-Zouir, qui est un chef de chœur syrien, chante des chansons de tout le tour de la Méditerranée. Il chante en arabe, il chante en français, il chante en espagnol, en italien, en kurde, bref, toutes sortes de langues du tour de la Méditerranée. Et voilà, avec un répertoire assez vaste, et c'est un chœur qui se professionnalise de plus en plus, comme ça devient de mieux en mieux. Voilà un peu la présentation de l'association elle-même, quoi. Parfait. Donc, on va peut-être faire la première pause musicale. Oui. Donc, je vais faire, vu que vous avez parlé avant de Oran, la jumelage, donc je vais mettre Maurice El Médiouni, Oran. Ouais, Profitez bien, mesdames et messieurs. À ma naissance, dans le Derbe, j'ai passé mon enfance. C'était pas Biarritz, il y avait rue d'Austerlitz, la rue de Wagram et la place d'Armes. Je n'avais jamais pris de vacances, je ne connaissais même pas la France, sauf sur une carte. C'était pas de la tarte, il fallait des flous, pas des cremos. Je ne t'oublierai pas, moi aussi, je pense à toi. Oh non, oui, on se reverra, et toujours on s'aimera. Et toujours on s'aimera. Calentica qu'on achetait place Carquenta. On avait dîné et puis pour terminer une crêponnée bien citronnée. Juste en face la maison du colon, les marchands s'installaient tout le long.
pour vendre leur nougat, turron de Gijona. Et la Wallimon qu'elle était bonne. Oh non, 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 je ne t'oublierai pas. Moi aussi, je pense à toi. Oh non, 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 oui, on se reverra. Et toujours on s'aimera. Et toujours on s'aimera. Santa Cruz qui ne campait pas le jour de la Mona. Salsa, c'est rumba mieux qu'à Cuba. Qui ne se souviennent de Canastel, de la Bassie et de sa clientèle. Blond Blond et Boniche, Lynn Monty à l'affiche, El Maghribi, Rinat Yahbabi. Oh non, 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 je ne t'oublierai pas. Moi aussi, je pense à toi. Oh non, 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 oui, on se reverra. Et toujours on s'aimera. Et toujours on s'aimera. À l'heure de l'apéro, fallait voir les comptoirs des bistrots remplis de kémia. En avant la mahia, les saluts, coucou, viens boire un coup. Je me souviens de grand-mère Solé, son fromage ben et son petit lait. Alors ces beignets, de ses mains tous signés, quelle senteur, j'en garde la saveur. Oh non, 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 je ne t'oublierai pas. Moi aussi, je pense à toi. Oh non, 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 oui, on se reverra. Et toujours on s'aimera. Et toujours on s'aimera. À la Medina Jdida, je rencontrais toute une armada de gens en vacances, d'amis, de connaissances. Il y avait de l'ambiance, de l'abondance. Je me souviendrai toujours, toujours que là j'ai passé mes plus beaux jours. Cette ritournelle, je la chante pour elle, pour Oran.
la belle et la rebelle. Oh non, 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 je ne t'oublierai pas. Moi aussi, je pense à toi. Oh non, 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 oui, on se reverra. Et toujours on s'aimera. Et toujours on s'aimera. Et toujours on s'aimera. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Voilà. Alors, on en était à parler de l'association Rue Méditerranée, qui a fait pas mal d'expositions, organisé beaucoup d'échanges, et notamment l'an dernier, on avait fait près de la gare, à l'espace 19 dans la rue Cune, on avait fait une grosse expo. La thématique, on avait pris front de mer, parce qu'on était parti de l'idée que si pendant longtemps les populations méditerranéennes se méfiaient de ce qui venait de la mer, parce que c'était souvent des ennemis, des gens qui faisaient des razzias, des gens qui, etc. Au 19e siècle, d'un coup, on s'est mis à s'intéresser au bord de mer, à se rendre compte que c'était très agréable de s'y promener. On s'est mis à bâtir des fronts de mer. Alors, il y en a à Oran, bien sûr, mais il y en a, par exemple, à la Grande Corniche à Beyrouth, il y a la promenade des Anglais à Nice, il y a tout autour de la Méditerranée, comme ça, cet endroit où on est face à la mer, et où on construit, et où on cherche à se promener, etc. Bon, bref, sur cette thématique, on a fait cette expo l'an dernier. Et cette année, on réfléchissait à quel sujet prendre, et j'ai proposé Jardin de Méditerranée. Alors pourquoi Jardin de Méditerranée ? Parce que je crois que cette thématique du jardin, elle est très importante en Méditerranée. Depuis la plus haute antiquité, comme dirait Alexandre Vialat, en fait, si on regarde dans la Bible, le jardin d'Éden, le paradis, voilà, c'est par ça que commence la Bible. Mais c'est d'une tradition encore beaucoup plus ancienne, bien sûr, puisque on trouve ça aussi dans l'épopée de Gilgamesh, dans Mésopotamie et tout. Donc cette idée que d'un espèce de jardin idéal qui aurait été créé par Dieu pour les hommes et où il y aurait qu'à tendre la main pour cueillir des fruits qui seraient mûrs tout seuls, etc. Bref, un espèce de jardin idéal. Le mot paradis, d'ailleurs, il vient du persan, paridaisa en persan, ça veut dire ce qui est enclos, un espèce d'enclos, quelque chose qui est fermé par des parois, des murs. En fait, les nomades, eux, ils n'ont pas de jardin. Ils n'ont pas de jardin parce qu'ils se déplacent tout le temps. Qui c'est qui commence à faire des jardins ? C'est des gens qui commencent à se dire, on va cultiver à quelque part, sur un petit terrain. On va se mettre à faire des plantes pour se nourrir au départ, et puis quelques plantes médicinales pour se soigner, et puis pour éviter que les bêtes féroces viennent piquer toutes ces plantes ou manger les légumes, on met une espèce de clôture tout autour, et c'est en fait l'origine du jardin. Les jardins, il y en avait, je vous l'ai dit, donc dans la Bible, chez les Mésopotamiens, il y en avait aussi chez les Grecs, le fameux jardin des Hespérides avec ses arbres aux pommes d'or, les jardins d'Arcadie, etc. Et puis les philosophes, ils aimaient bien parler dans un jardin. Platon ou Aristote, ils avaient leur jardin de l'Académie où ils se promenaient et où ils discutaient dans un jardin. Épicure, il avait son jardin aussi, où on discutait sur le fait que toutes les choses existent, mais finissent par mourir pour être remplacées par d'autres, etc. Donc comprendre le monde, c'était un lieu de philosophie. C'était aussi un lieu pour l'amour, le jardin. Un lieu pour la méditation, un jeu pour... si on regarde chez les Romains, par exemple, quelqu'un comme Cicéron, il nous dit pour faire le bonheur d'un homme, il faut une bibliothèque et un jardin.
Et c'est vrai, on l'imagine très bien avec son bouquin dans son jardin en train de réfléchir à la philosophie. Alors bien sûr, toute cette tradition existait déjà en Méditerranée depuis très longtemps. Mais d'un autre côté, il y a une autre tradition qui, elle, est venue de Perse, l'Iran actuel. Les jardins de Cyrus, dont nous parle Xénophon, ces jardins qui étaient traditionnellement, qu'on appelait Chaharbagh, c'est-à-dire le jardin divisé en 4, avec des cours d'eau comme ça au milieu qui se coupaient en croix, qui faisaient référence aux 4 fleuves du paradis. Un fleuve d'eau, un fleuve de miel, un fleuve de vin, un fleuve de... Enfin bref. Et qu'on va retrouver dans les textes sacrés, qu'on va retrouver dans le Coran, etc. Et ces jardins persans ont émigré dans tout le monde arabo-islamique et on les retrouve tout autour de la Méditerranée, dans les pays arabes. Et évidemment, je crois que les plus connus pour nous, c'est les jardins qui existent en Andalousie. C'est les jardins de Grenade, de toutes ces villes d'Andalousie, comme ça, qui sont enchanteurs. Et voilà, donc cette tradition des jardins, elle a continué, elle a irrigué, bien sûr, les jardins qu'on trouve ici en Europe, plus au nord, les jardins de monastères, les jardins dans des cloîtres, qui sont des lieux de méditation. Taisez-vous. C'est pas grave. Hein. C'est mon ordinateur qui me fait une surprise. Voilà. Je disais oui, les jardins de cloître, les jardins des moines qui se sont mis aussi à importer des plantes qui venaient d'ailleurs, qui venaient de Méditerranée, des plantes médicinales. Si on regarde le cloître du jardin du musée, comment il s'appelle, le musée de l'œuvre de Notre-Dame à Strasbourg, ben voilà, on a un espèce de jardin médiéval comme ça qui au fond est inspiré aussi par ces choses qui viennent de Méditerranée. Alors, bien sûr, les plantes, elles circulent. Elles n'ont pas toujours été au même endroit. Je me suis fait la réflexion que si le père de la géographie grecque, Hérodote, revenait de nos jours, il serait très surpris de trouver des quantités de plantes autour de la Méditerranée qui n'existaient pas de son temps. Il y a des cyprès. Le cyprès, c'est venu de Perse, mais beaucoup plus tard. On mange des pommes de terre, on mange des tomates qui sont des légumes ou des fruits américains. On consomme, les Italiens mangent de la polenta faite avec du maïs. Le maïs, c'est aussi une plante américaine. On a plein de plantes qui viennent de l'Himalaya. On a plein de choses qui n'existaient pas à l'époque d'Hérodote. En revanche, certaines existaient depuis très longtemps. L'olivier, le grand symbole de la paix, ou des plantes comme ça, la sauge, toutes sortes de plantes médicinales, le romarin, etc. Donc, sur cette thématique du jardin, on a évidemment construit des jardins spécialement pour adapter des plantes. On a ramené, par exemple, à Alger, il y a le fameux jardin du Hamma, c'est le jardin d'essai, dans lequel on a acclimaté des plantes, des eucalyptus qui venaient d'Australie, et qui ont ensuite été transportés sur la Côte d'Azur, par exemple. Voilà, on a adapté des quantités de plantes. Les plantes, elles ont des migrations, comme les humains. Elles connaissent pas les frontières. Elles circulent. Mais chaque fois, c'est un lieu de paix, le jardin. C'est un lieu où on va se retrouver pour le loisir, pour la béatitude, pour prendre son temps, pour méditer, pour faire l'amour. Hein. Si on regarde les gravures, les miniatures persanes, etc., c'est rempli d'amoureux comme ça qui sont dans des parcs. C'est le lieu, ça a inspiré aussi bien les poèmes d'amour courtois chez nous au Moyen-Âge, chez les troubadours. Voilà. Et
cette passion des jardins, elle existe jusqu'à nos jours. Hein, si on pense à Marrakech, le fameux jardin Majorelle, par exemple, hein, qui est avec son fameux bleu sur les façades, etc. Et puis bon, et puis on peut imaginer comme ça, rien que dans le midi de la France, on a aujourd'hui quantité de jardins. Moi, je suis allé dans l'Hérault, à Roquebrun, il y a un magnifique jardin méditerranéen. Qui a acclimaté plein de plantes. Il y a des jardins, il y a un jardin antique à Ballaruc-les-Bains, par exemple, qui reprend la conception des jardins de l'époque romaine et qui nous montre comment on cultivait les plantes, comment on faisait voisiner certaines plantes, voilà, toutes sortes de choses. Et puis, il y a évidemment des jardins modernes comme Parc Güell à Barcelone ou voilà, des quantités de jardins, on peut en citer. J'ai été il y a pas longtemps là pendant cet été à Padoue en Italie. Il y a le Orto Botanico, le jardin botanique, qui a été créé à la Renaissance sous l'influence des Arabes. Par l'université de Padoue. C'était le premier jardin botanique scientifique où on étudiait les plantes médicinales, et il existe toujours aujourd'hui, il fait toujours partie de l'université de Padoue. Voilà. Bon, j'en cite quelques-uns comme ça, mais on pourrait à l'infini dérouler ce... On peut citer tous les jardins, on va jamais finir. Hein. C'est vraiment, il y en a plein, c'est diversifié en plus. Alors, on peut dire encore que le jardin tel qu'il existe en Méditerranée, bien sûr, il fait des petits. Chez nous, si on va dans les jardins ouvriers, on voit qu'il y a des Maghrébins, qu'il y a des Turcs, qu'il y a des gens comme ça qui cultivent des légumes pour leur cuisine et qui donc ont modifié un peu les habitudes des Alsaciens. À côté du chou et de la pomme de terre, on a des tas de plantes de Méditerranée. Mais face à ces jardins de Méditerranée, il y a eu en Occident alors plus les parcs, les grands parcs à la française. Je pense au jardin de Versailles, par exemple, qui n'ont rien à voir avec le jardin de Méditerranée. Si on regarde des jardins comme le parc de Versailles, c'est une espèce de vision en perspective pour un souverain qui est le représentant de Dieu et qui imagine un espace immense avec des lignes de fuite. Tout est bien ordonné comme dans une vision métaphysique, comme ça. Et puis, on a eu au XIXe siècle, on a eu plus le côté romantique qui s'est inspiré et qui s'est imaginé plutôt Dieu comme créant le monde avec un peu au hasard, avec des surprises, avec des plantes qui poussent un peu de n'importe comment, etc. C'est le jardin à l'anglaise, celui dans lequel on chemine mais où on a des surprises tout le temps, on découvre des nouveaux aspects. C'est plus du tout la vision d'ensemble comme ça. Et puis aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec l'aridité de plus en plus grande des sols tout autour de la Méditerranée et dans le monde entier, on se rend compte que c'est la Terre qui est un espèce de grand jardin qu'il faut qu'on sauve, parce que c'est le seul endroit où il y a du vivant, partout. Il faut sauver la diversité biologique, et du coup, on arrive à ce qu'on appelle, avec Gilles Clément, qui est un grand paysagiste, le jardin planétaire. C'est-à-dire que c'est à nous de cultiver l'ensemble de notre terre comme un jardin. Avec ça, je vais juste faire une petite pause musicale. Oui. Donc, je vais vous avez parlé un peu de tous les jardins un peu près méditerranéens. Donc, on va faire Flores Lola, Gretin Piedras del Campo. Profitez bien, mesdames et messieurs. Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Ando entre muchos placeres, pero no es tuyo ninguno. Soy como pájaro en jaula, que las
veces me siento un sol. Y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río. Luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Hábleme montes y valles, ay, gríteme en piedra del campo. ¿Cuánto habían visto en la vida quedar como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo? 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Après cette belle musique Gaëtan Pedras de Campo qu'on nous ramène, on dirait, dans un jardin espagnol, à toi la parole, notre cher invité. Merci. Rebonjour, donc on parlait de jardin. L'association donc Rue Méditerranée propose une exposition qui va se tenir du 12 novembre au 6 décembre et ça se passera au syndicat potentiel. C'est 109 route de Colmar à Strasbourg-Neudorf. Alors si vous voulez y accéder, le tram le plus proche c'est Crimery, je crois. Voilà, c'est vraiment à Neudorf. Dans cette exposition qui démarre donc le 12 novembre avec un vernissage ce soir-là, on va proposer les travaux de 29 artistes. C'est dire qu'il y aura du monde, on va tâcher de caser tout ce monde-là sur les murs. Dans ces artistes, il y a des peintres, certains qui viennent d'ici, de la région, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, bien sûr. Il y a des photographes, il y a même des céramistes, il y a des sculpteurs. Bref, voilà, des artistes un peu de tous horizons. Alors, il y a les membres, notamment en photographie, les membres du collectif Chambre à part, qui sont impliqués dans cette exposition. Pascal Bastien, par exemple, Jean-Marc Biry, il y a... j'ai plus les noms dans l'ordre, mais il y a moi-même, Jean-Louis S, il y a Philippe Lutz, il y a des gens comme ça. Pierre Rich, bien sûr, qui fait partie de Rue Méditerranée et de Chambre à part. Il y a des peintres, donc je vous disais, qui chacun interroge la thématique des jardins à sa manière. Hein. Alors des gens de Strasbourg comme Marie-Odile Biry-Fétic, par exemple, qui a toujours été très passionnée par les jardins, par les allées, un mélange d'ombre et de lumière, des choses comme ça. On a des photographes qui viennent du Maroc. Alors je pense à Tami Benkiran, qui est un photographe de Fès, qui est extrêmement intéressant et qui a fait toute une série cet été à Hyères, dans un jardin botanique, à travers des briques de verre. Et ça donne des déformations étonnantes, ça donne des choses très colorées, très, très abstraites. On a Philippe Collignon, qui est un photographe de Saint-Dié, qui lui a travaillé sur les fruits de Méditerranée, dans des espèces de nature morte, avec des choses très soignées au point de vue de la lumière, comme ça. Il y a Emmanuel Georges qui a photographié l'Andalousie. Il y a Gilbert Demolcia qui a fait des photographies aussi bien en Andalousie qu'en Oranie. On a un photographe tunisien qui est un grand photographe assez connu,
Hamideddin Bouali, qui a fait notamment des travaux très intéressants au moment de la révolution de velours, les printemps arabes à Tunis. Tunisie, ouais. Et qui là nous présente différentes photos de jardin à différents endroits de Tunisie ou d'ailleurs, et qui est le directeur de la revue Fovea, qui est publiée à Tunis, qui est une grande revue de photographie comme ça. Il y a de la sculpture en textile, ça c'est Myrtille Béal, qui suit depuis longtemps nos travaux. Il y a Biljana Boykova, qui est une Bulgare, qui travaille des aquarelles sur des fruits de Méditerranée, comme ça. Il y a Alain Eschenlauer de Strasbourg, qui a travaillé sur l'idée du jardin sec, c'est-à-dire de jardin de rocaille où il y a très peu de terre et où les plantes s'accrochent comme elles peuvent à des cailloux comme ça. Il y a Benoît Deck qui est à Béziers et qui fait ce qu'il appelle les jardins restanques. Restanques, c'est un vieux mot occitan qui veut dire ces espèces de petits murets comme ça qui permettent de faire des terrasses avec des jardins comme ça sur des sortes de murs de retenue en pierre sèche comme ça. J'ai une question, c'est pas désolé. Juste une question, c'est pas à peu près comme un jardin potager? Oui, alors ça peut être potager comme ça peut être aussi un jardin d'agrément. Alors depuis l'Antiquité, c'est vrai qu'on mélange beaucoup les plantes vivrières, parce qu'on cultive pour se nourrir, les plantes médicinales pour se soigner, et puis il y a les plantes d'agrément aussi. Voilà. Et on avait beaucoup la vigne dans ces jardins depuis l'Antiquité, parce que ça faisait partie des jardins. On plantait de la vigne aussi pour avoir le raisin à la fois comme fruit, mais aussi pour faire du vin, etc. Ouais. D'accord, okay, merci. Désolé, je vous ai coupé, juste pour ça. Alors, on a Dorothée Duns qui a fait un travail très minutieux, comme toujours. Elle fait des empreintes végétales, des dessins d'observation sur des plantes, comme ça. On a Christian Heinrich qui est dans la Drôme et qui a un jardin méditerranéen chez lui et qui nous fait un paysage de son jardin, la Dôme provençale, la Drôme, qui est un peu éloignée du bord de mer, mais où il sent que le vent de la Méditerranée apporte des senteurs et des herbes, avec des cyprès et tout ça. On a Meshri Miloud qui a travaillé sur le jardin botanique d'Alger, le jardin du Hamma, jardin d'acclimatation qui a été créé au XIXe siècle, en 1832, et qui s'étend en amphithéâtre au pied du musée d'art moderne sur 32 hectares. C'est un jardin d'ailleurs qui est assez étonnant parce que Johnny Weissmuller, à l'époque, avait tourné des scènes de ses films de Tarzan. Elles ont été tournées dans le jardin d'essai à Alger, comme ça. C'est assez étonnant pour des films hollywoodiens, Voilà. Je pense que j'ai déjà vu ce jardin en ligne, j'ai déjà vu, c'est immense, déjà. Ah oui, c'est fabuleux, ouais. Alors, on a un peintre qui vient du Congo, c'est Yannick Luzouaki, qui travaille depuis longtemps sur son propre itinéraire quand il est venu à travers l'Afrique pour venir jusqu'à Strasbourg faire les arts déco ici, la haute école des arts du Rhin, et qui peint souvent des choses liées à ces thématiques, mais qui travaille là plus sur le jardin de l'enfance, le rapport à l'enfance. C'est vrai que le jardin, j'ai parlé de ce côté méditation, côté philosophique, le côté amoureux, etc., mais c'est aussi le lieu de l'enfance. On a énormément, dès qu'on parle de jardin, on a tout de suite des souvenirs d'enfance, des odeurs qui reviennent, des parfums, comme chez Proust, la fameuse Madeleine. Il y a des Madeleines de Proust liées au jardin, bien sûr. Alors il y a Philippe Lutz qui a travaillé sur les jardins du mont Athos en Grèce. C'est des monastères. Selon la légende, la Sainte Vierge, avec l'apôtre Jean, serait arrivée en bateau à un moment au mont Athos, et la Vierge aurait dit c'est un endroit tellement merveilleux, il faut en faire un jardin, et il faut que ça soit un jardin qui amène la paix, le salut, etc. Et aujourd'hui, donc, il y a plein de monastères, et ces monastères
cultivent des jardins. Il y a évidemment que des hommes. Hein, il y a pas, c'est interdit aux femmes. Cet endroit, c'est un lieu de discrimination sans doute. Mais bon, voilà, c'est un lieu tout à fait étonnant. Alors, on a une dessinatrice corse, Stéphanie Monnier-Galloni, qui a fait des travaux de travail de dessin très des petites peintures sur bois, comme des miniatures orientales, comme ça, avec des végétaux. On a au contraire une grande toile de Pascal Poirot, qui vit, lui, dans les Vosges, ici, mais qui est très inspiré par l'atelier de Pierre Bonnard, qui était dans le Midi. Et cet atelier de Pierre Bonnard, il était il y a une grande baie vitrée, et il était très éclairé par un énorme mimosa qui renvoyait une lumière jaune dans l'atelier. Et donc, c'est ce qui a inspiré Pascal Poirot pour en faire une grande toile comme ça. Alors, une autre grande toile, on a une grande pièce de Louis Danicher, qui est un peintre qui a fait une pièce monumentale sur l'idée de jardin. On a des aquarelles et des encres de Chine de Frédéric Rich. On a, j'en oublie sûrement, hein, mais on a une artiste allemande, Marion Sauter, qui a fait aussi des vues de jardin. Voilà. Donc, pas mal de... Bon, et j'oublie bien sûr des céramistes comme Lisa Pénisson. Et puis Mélodie Meslay-Tourneux qui travaille sur des plaques de céramique sur lesquelles elle arrive à imprimer des photographies qu'elle a faites au Maghreb en allant travailler sur les poteries kabyles et les motifs classiques de la poterie kabyle. Voilà, j'en oublie sûrement, hein, c'est un survol comme ça mais bon, oui. Ah oui, Christine Fuchs aussi, qui a fait des très beaux dessins au crayon de couleur, mélangeant des visages et des plantes. C'est un beau travail aussi. J'oublie sûrement d'autres, mais bon, venez à l'expo, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez découvrir tout plein d'œuvres. Et ça a l'air vraiment intéressant. Exposé du 12 novembre au 6 décembre. Fermé le lundi, mardi, donc c'est chaque fois du mercredi au dimanche. Moi, de toute façon, j'ai hâte d'y être. Hein. Pour vous dire la vérité, ça a l'air vraiment diversifié déjà. Et j'aimerais bien y être dans l'exposition. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez venir, c'est l'occasion aussi. Donc, actuellement, juste pour faire une mini pause, alors, je vais faire juste une pause musicale. Donc, on va choisir Monsieur Renaud Garcia Fons, Razali. Profitez bien, mesdames et messieurs.
dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Voilà, nous sommes toujours en direct de RBS et nous parlons de cette exposition qui s'organise du 12 novembre au 6 décembre au Syndicat Potentiel, organisée par l'association Rue Méditerranée, avec la complicité du collectif Chambre à part. Ça va se passer donc chez Syndicat Potentiel, 109 route de Colmar à Strasbourg-Neudorf. On a parlé juste avant des différents artistes plasticiens qui exposeront, les 29 artistes, mais ça n'est pas tout, évidemment. Vous retrouverez d'ailleurs l'ensemble du programme sur rueméditerranée. Que je dise pas de bêtises. Je vais tellement souvent sur le site que voilà, c'est... Où est-ce que c'est noté? Je ne sais plus. Bon, je vous le redirai tout à l'heure. rueméditerranée.com, je crois. Bref, il y aura un vernissage le 12 novembre, en présence des artistes. Et puis, le 13 novembre, c'est-à-dire le lendemain, nous aurons un invité exceptionnel. C'est un paysagiste algéro-allemand, Kamel Louafi. Kamel Louafi, c'est un immense paysagiste qui a commencé sa carrière en Algérie comme cartographe des Aurès, et puis qui a rencontré des Allemands, est venu à Berlin, il a fait des études de paysage, d'architecture, etc. Et il a monté son propre cabinet. Et il est devenu une espèce de vedette incontestée du paysage. C'est lui qui a remporté notamment le concours pour les jardins de l'exposition universelle de Hanovre, par exemple, ce qui est pas rien, en 2000. Et puis, bon, maintenant, il a fait une carrière absolument internationale, un peu partout dans le monde. Il crée des jardins et des paysages. Alors, ce personnage tout à fait étonnant, on aura dans l'exposition différents panneaux expliquant son travail, mais il va venir surtout faire une conférence le jeudi 13 novembre à 18h. Il viendra de Berlin pour nous parler de son travail étonnant de paysagiste. Donc c'est un vrai spécialiste. Hein. Voilà. On aura... Pendant toute la durée de l'expo, on aura des visites guidées de l'exposition avec les membres de l'association qui seront là. Le 27 novembre, on aura une autre conférence, une conférence de Jean-Rémy Schleifer, qui est un botaniste et un herboriste. Il est diplômé de l'école européenne d'herboristerie de Bruxelles et qui va nous parler de la plupart des plantes aromatiques qui sont dans nos jardins et qui sont originaires effectivement du bassin méditerranéen. Comment on s'est approprié ces plantes qui venaient des médecines grecques, romaines, arabes, etc. Comment on les a acclimatées chez nous dans les jardins monastiques. Comment elles ont ensuite essaimé dans les jardins de la population lambda et comment ces plantes sont encore aujourd'hui utilisées avec succès en phytothérapie et comment elles s'adaptent aussi au changement climatique, etc. On aura le 29 novembre à 18h aussi une soirée poésie, une lecture hommage à Mouloud Mamri par Salah Oudahar. Salah Oudahar, c'est un poète algérien qui vit à Strasbourg et qui va nous lire des textes comme ça. Il a intitulé la soirée « La mort absurde des Aztèques » à partir de ces textes de Mouloud Mamri. On a un spectacle qui est pour tout public à partir de 6 ans, mais vous pouvez venir même si vous avez 77. Ça sera le dimanche 30 novembre de 15h à 16h. C'est un petit spectacle qui s'appelle « L'Hirondelle et le Cyprès » avec Frédéric et Pierre Riche et leur fils Jérôme Riche. Donc tous ces gens-là vont nous jouer, faire de la voix, faire de la musique, faire du dessin en direct pour un spectacle tout à fait sympa qui parle d'une hirondelle
qui est né dans la montagne vosgienne, et puis qui, avec les siens, s'élance pour faire son grand périple vers le sud, vers la Méditerranée. Au-dessus de la Méditerranée, il y a une tempête qui se déchaîne, et elle s'échoue sur la plage, elle est complètement perdue, mais il y a une voix qui lui parle, c'est celle d'un scarabée qui vient l'encourager à se relever. Et puis, ils vont se relever, s'envoler de nouveau, ils vont arriver jusque dans le Tassili, et à une époque où le Tassili était encore une contrée verdoyante, à l'époque de la préhistoire, où on voit toutes les fresques et les gravures sur les roches de Tassili. Voilà, quand le Sahara était encore un jardin. Donc voilà, c'est entrée libre avec participation, avec un chapeau, hein, pour ceux qui voudront bien donner quelque chose. On aura une autre soirée musique et lecture le 4 décembre, avec le collectif Turbulence. Alors, il s'agit de poètes d'ici. C'est Martin Adamiec, qui est un comédien connu et un écrivain, et metteur en scène de théâtre. Il y aura Clotilde Pratt, qui est écrivaine aussi, voyageuse et slameuse. Il y aura Dominique Zins, qui est auteur de théâtre et poète, qui vont nous lire des textes à eux, mais aussi des textes qui ont été recueillis. Je pense à Martin Adamiec. Il a collecté un certain nombre de textes sur les jardins ouvriers à Strasbourg, et qui seront mis en contrepoint avec des textes issus du poème de Gilgamesh, ou au contraire l'errance d'une Française qui marche pieds nus et qui se perd dans une oasis du sud du Maroc. Enfin bref, voilà, un dépaysement assuré. Et puis, qu'est-ce qu'on vous propose encore ? Pardonnez-moi. On aura un film documentaire qui a été fait par Rawad Al-Halabé et Farah Fayad. Ce sont deux jeunes Syriens qui vivent ici maintenant à Strasbourg et qui vont nous raconter le quotidien de Ahmad, qui a 16 ans, qui vit à Kafranbel, une petite ville au nord-ouest de la Syrie. Et le film suit toute une année de sa vie, jusqu'à de l'âge charnière entre l'enfance et l'âge adulte, marqué par les bouleversements de la guerre civile en Libye. En Syrie, pardon. Et je ne vous raconte pas toute l'histoire, évidemment, je ne veux pas spoiler, mais on est dans cet univers de ce jeune Ahmad, et qui côtoie la guerre et la vie d'un côté, et qui rappelle que l'espoir demeure toujours. On aura une espèce de soirée de finissage le samedi 6 décembre, 6 décembre, moi j'insiste, à partir de 14h. On va faire un goûter festif, évidemment, comme ça. Venez nombreux. Vous pouvez venir aussi avec votre gâteau sous le bras si vous avez envie. Il y aura du thé à la menthe, il y aura des choses à boire, à manger. Et puis, on aura un poète turc, Reha Yunluel, qui nous dira certains de ses textes. Et il sera accompagné aussi par Hilminar, qui est un musicien et chanteur kurde, qui chantera aussi des musiques traditionnelles et des poésies kurdes. Voilà. Ça fait déjà pas mal de choses. Le soir du vernissage, on aura le Chœur de la Méditerranée qui fera une intervention, qui chantera quelques chansons, donc le soir le 12. Voilà. J'ai sûrement oublié des quantités de choses, mais vous pouvez trouver le programme. Vous avez sûrement pas eu le temps de tout noter. Vous avez le programme évidemment sur le site www.rueméditerranée.org. Voilà. Que dire encore, parler peut-être des partenaires. Alors on remercie déjà Radio Bienvenue qui nous accueille aujourd'hui. Bon, à tout seigneur, tout honneur. Il y a le collectif Chambre à part. Il y a le syndicat Potentiel, évidemment. Il y a la ville de Strasbourg qui nous soutient, la direction des affaires internationales, hein, qui a toujours soutenu nos échanges, d'abord avec Oran. Et aujourd'hui, on essaie de s'ouvrir le plus possible à toute la Méditerranée, hein, parce qu'au départ, c'était vraiment Oran qui était notre point de branchement. Mais
de plus en plus, on s'aperçoit d'abord que c'est compliqué de faire des choses avec l'Algérie, vous le savez. Autant les peuples s'entendent et sont contents de faire des choses ensemble, autant les gouvernements prennent un malin plaisir à mettre des bâtons dans les roues quelquefois sur des histoires de visa, etc. Donc c'est pas toujours simple, mais on continue à travailler avec l'Algérie, mais aussi avec le Maroc maintenant, la Tunisie, et on espère bien aller de plus en plus vers d'abord des îles Baléares, où il y a tous les ans des colloques sur Albert Camus, des choses comme ça qui nous intéressent, il y a avec l'Espagne bien sûr, avec l'Italie, avec la Turquie. Bref, voilà, un programme très vaste et je fais appel d'ailleurs aux gens qui voudraient rejoindre l'association Rue Méditerranée, parce que les projets, ils naissent des membres qui ont chacun leur dada, leur centre d'intérêt. Si quelqu'un vient avec des projets autour du théâtre, autour de la musique, autour de l'architecture, autour d'autres choses, et qu'il est capable de les porter, on est évidemment